Chaque jour, en Suisse, 2 fermes disparaissent. On appelle tout le monde pour faire pression sur nos gouvernements, pour changer les règles et le cadre économique. Manger des produits équitablement rémunérés, des produits où le travail paysan est correctement rémunéré, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. L'agriculture, pour moi, c'est un rêve de gosse. Mais c'est un rêve de gosse qui se transforme avec le temps en cauchemar. J'ai 4 enfants, mon souhait est qu'aucun d'eux n'ait envie de reprendre mon exploitation. Même chose. La politique agricole marche sur la tête. Ce rassemblement genevois a été le premier d'une série où les agriculteurs suisses ont exprimé leur mal-être. Les paysans réclament des prix justes et rémunérateurs. Depuis quelques années, leur salaire, déjà inférieur à la moyenne suisse, ne cesse de baisser. S'ils survivent, c'est grâce aux subventions fédérales, connues sous le nom de paiement direct. Mais ce système, mis en place pour leur garantir un revenu digne, est aujourd'hui arrivé à ses limites. On est en train de créer un mouvement où tous les secteurs de production se retrouvent. L'arboriculture, le maraîchage, les grandes cultures, la viticulture, l'élevage. On voit qu'il y a un mal-être partout. Il est à peu près le même partout. C'est vraiment ce prix rémunérateur qu'on demande et cette revalorisation de nos métiers. On veut vivre de notre mission qui est de nourrir la population. On veut pouvoir gagner notre argent avec ce qu'on produit. On a des vaches, des cochons, des grandes cultures, des prairies. Et notre activité principale, notre revenu principal reste quand même le vin. Lionel Dugerdil co-dirige avec son épouse une exploitation très diversifiée, convertie au bio il y a 8 ans, par conviction. Connu pour son franc-parler, il est un fervent défenseur des produits du terroir. Président de l'UDC genevoise, il a rapidement rejoint le mouvement roman Révolte agricole suisse. C'est très important que le consommateur se rende compte de quelle est la valeur aujourd'hui de ce qu'on produit. C'est-à-dire à peu près 0. Un kilo de blé, il valait 1 franc dans les années 70-80, il vaut 48 centimes aujourd'hui. Le lait, c'est la même chose. Et c'est une lente érosion des prix payés aux agriculteurs qui amène à une disparition de cette production. Ce qui est sûr, c'est que entre mon épouse et moi, on doit cumuler nos 2 salaires pour pouvoir vivre. Les salaires horaires sont à peu près de 17 à 18 francs de l'heure pour des chefs d'entreprise. C'est frustrant. Pourtant, c'est un métier que j'adore. Hein. C'est ce qui fait que je continue, c'est que j'adore mon métier. Mais c'est de plus en plus compliqué. Lorsqu'il reprend la ferme familiale à Chavannes-le-Véron, Christophe Longchamp s'oriente vers l'élevage de taureaux, une passion. Il subit lui aussi une lente érosion des prix. En 1990, pour le secteur de la viande, les prix étaient relativement stables, ils bougeaient très peu sur l'année. Maintenant, c'est chaque semaine que le prix peut bouger. Chaque vendredi, il est annoncé, il peut monter, il peut descendre, selon le marché. En tout cas pour nous, pour le prix de la viande. C'est un stress qui est relativement permanent. Le grand chambardement pour les agriculteurs suisses remonte bien aux années 90, lorsque la Suisse signe les accords du GATT qui vont donner naissance à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pour les paysans suisses, c'est la fin des prix garantis par la Confédération. Leur cri de révolte à l'époque n'a pas été entendu. Une minorité a ensuite tenté de forcer l'important barrage de police à coups de bouteilles, de tomates, de pommes de terre et autres projectiles végétaux de saison, alors qu'une poignée de militants mal contrôlés, ignorant les admonestations des forces de l'ordre, ont usé de leur usage. J'avais 18 ans, on était tout devant, c'est vrai. On y allait contre les accords du GATT, contre ces droits d'entrée sans taxe.
On avait peur de trop de produits qui inondent le marché suisse, à des prix qui étaient déjà à l'époque très bas. Et c'est ça qu'on avait le plus peur, de ne plus pouvoir vendre nos produits, de ne plus pouvoir gagner notre vie correctement. Et puis, on est 30 ans plus tard, et puis c'est pas mieux. Les paysans avaient vu juste. La libéralisation des marchés met les produits agricoles suisses en concurrence directe avec les produits étrangers. Conséquence, une chute rapide des prix en Suisse et donc du revenu paysan. Pour compenser ces pertes, le Conseil fédéral a introduit des subventions en 1993. 3 ans plus tard, le peuple approuve de nouveaux crédits, mais les lie à des exigences écologiques. C'est la naissance des paiements directs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pour pouvoir toucher ces subventions, les agriculteurs ont l'obligation d'annoncer toutes les tâches qu'ils entreprennent sur leur domaine. Après chaque intervention dans les champs, on doit le noter dans le carnet des champs. C'est une obligation fédérale. Donc je viens, j'ouvre mon programme et puis je rentre. Comme ce matin, on a semé le lupin. Donc je vais dans travail du sol, je vais dans semis combiné. Je rentre la date, le 11 mars. La variété, c'est la variété Frida. La quantité, 260 kg à l'hectare, ce qui équivaut à 60 plantes au mètre carré. Ces lupins vont permettre à Christophe Lonchon de toucher au total 4 200 francs sur l'année. 3 000 francs lui sont accordés parce que la Confédération encourage la production de cette légumineuse fourragère riche en protéines. Les 1 200 restants lui sont versés parce qu'il cultive cette parcelle sans fongicides ni insecticides. L'octroi des paiements directs a évolué au cours des ans, avec une forte augmentation des mesures écologiques imposées. En parallèle, et pour s'assurer que l'argent des contribuables est versé à bon escient, les agriculteurs sont soumis à une surveillance toujours plus serrée. Voilà, là on a l'ensemble de l'exploitation, l'ensemble de mes parcelles. Tout ce qu'on voit en violet là, c'est les parcelles voisines des miennes. Et puis ça c'est Ambrichy, là où on était ce matin, qu'on a semé le lupin. Toutes les parcelles sont géoréférencées. C'est beaucoup de travail pour rentrer ces parcelles, ça se fait au mois d'août, septembre. Ouais, c'est du stress, c'est du job, et puis nous on est des producteurs, on n'est pas des bureaucrates, et puis on le fait pas avec plaisir, mais on le fait. En comptant les paiements directs, Christophe Lonchon gagne, lui, 19 francs de l'heure. 19 francs de l'heure pour un chef d'exploitation, avec les dettes que j'ai, avec la charge, c'est trop faible, c'est clair. La valeur des paiements directs, c'est 20% de mon chiffre d'affaires. Donc ça fait quand même une grosse partie de mon salaire annuel. Si vous n'aviez pas de paiement direct, il se passerait quoi sur votre ferme aujourd'hui ? Eh ben, je ne serais plus sur la ferme, c'est vite vu. Ma ferme ne tournerait pas parce que la vente de nos produits ne compose pas les frais qu'on a. Sans l'aide de l'État, on n'arrive pas à gagner notre vie. Pour éviter les abus, l'Office fédéral de l'agriculture a mis en place des contrôles sur le terrain, souvent inopinés. Un nouveau métier a même été créé pour cela, celui de contrôleur. Formés par les cantons, ils sont tous agriculteurs de métier. On voit encore les passages de broyeurs, donc on voit bien, il y a encore de la matière. C'est quoi que vous cherchez sur ces sols sur Ossy ? Alors je regarde effectivement que le sol soit couvert, et puis surtout que le système racinaire soit encore en place pour éviter l'érosion pendant l'hiver. Et là, l'agriculteur a respecté les exigences. Pour moi, c'est en ordre, on peut valider la parcelle. La 13, c'est tout bon. La 76. La 76. Et là, on est sur un champ conforme. Là, on est sur un champ conforme, oui. Il est couvert, les racines sont encore en place, le système racinaire est encore en place. Donc, pour moi, c'est un champ conforme, donc on peut la checker comme quoi elle est en ordre. D'accord. Et donc là, ça va donner droit à des paiements directs. Ça va donner droit à des paiements directs, oui. Parcelle numéro 23, c'est Ouais. Sébastien Jomini. C'est très terreux, mais il l'a travaillé il n'y a pas longtemps, il a fait quoi? Tu vois, on voit, il y a quelques plantes, mais il n'y a pas grand-chose. Là-bas, c'est même vide, il n'y a presque plus rien. C'est vraiment bizarre, ça.
Je pense qu'il faudrait l'appeler parce que c'est Je l'appelle assez puis je lui demande qu'il particulier. vienne. Demande-lui qu'il vienne. C'est quoi le souci avec cette parcelle pour vous? Mais cette parcelle, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été semé, où on ne voit pas beaucoup de traces de semis, on voit quelques lignes de temps en temps. Elle a été enregistrée comme couverte? Elle a été enregistrée comme couverte, ouais. Ah ben voilà, c'est bon. Bonjour. Pascal Rossi, je suis contrôleur père. Enchanté. Salut Didier. On a une Bonjour. petite question par rapport à cette parcelle. Comment est-ce que vous avez procédé par rapport à la mise en place de ce couvert? Parce que c'est... Ouais, tout à fait. Alors écoutez, moi, là on a semé un métail fourragé donc, Ouais. pour apporter un fourrage aux bêtes au mois de juin. Ouais. Et puis en effet, on a semé cet automne, on a semé le 8 novembre. Il s'est avéré qu'après, nous avons eu des fortes pluies Ouais. qui ont assez détérioré le semis et la levée. Ouais, on voit que la levée y Elle est... est vraiment pas belle. Voilà, c'est vrai que c'est la première fois que je vois un dégât comme ça sur cette parcelle. Ouais. Vous êtes inquiet par rapport au paiement direct et tous ces contrôles que vous subissez en tant qu'agriculteur? Disons qu'inquiet, c'est une épée d'Amoclès qui est tous les jours sur notre tête. C'est clair qu'un contrôle, on est toujours un peu, entre guillemets, tendu. Vous avez eu peur éventuellement qu'on ne vous la valide pas? Ah non, et qu'on- pas du tout. Non, parce que mon travail il est effectué. On ne peut pas contredire mon travail, non. Chaque année, la Confédération verse 2,8 milliards de francs en aide directe aux agriculteurs. Une partie de ces subventions est versée au prorata de la surface des exploitations. Ce sont les primes dites de base. Les paysans y ont droit pour autant qu'ils respectent les exigences écologiques et de respect du bien-être animal. Ils doivent ainsi consacrer 7% de leur domaine à la promotion de la biodiversité, en pratiquant notamment la jachère, la rotation des cultures et la mise en place de bancs d'herbagères fleuris sur leurs terres. Les autres surfaces de biodiversité, on a nos 3 ourlets là, qu'on a sur les terres, où elles sont dessinées ici. Là, il faudra les entretenir, parce qu'il y a 2-3 arbustes qui ont poussé. C'est pour ça que ça pousse vite, ces arbustes là-dedans, Ouais. si on n'entretient pas. Voir si tout est... J'ai 30 ans, je suis ingénieur agronome de formation. Maintenant, je travaille plus ou moins à mi-temps sur l'année, sur le domaine familial. Et puis, j'assiste mon papa, finalement, pour tous les aspects bureau, suivi administratif, où là, on fait un peu les deux en collaboration. Dans quelques années, Damien va reprendre cette exploitation de lait dédiée à la production de gruyère. Mais il sait aujourd'hui déjà que la survie du domaine familial dépend entièrement des paiements directs. Sur le pourcentage global du chiffre d'affaires, ça correspond à 25%. Et sans paiement direct, il se passerait quoi sur cette exploitation? Là, si on enlève un quart de notre chiffre d'affaires, c'est clair qu'il reste plus rien pour vivre, quoi. Donc là, c'est clair qu'on se lèverait plus tous les matins pour traire du lait puis pour faire du gruyère, quoi. Ce qui inquiète le plus Damien, c'est l'instabilité grandissante du système. Créés pour compenser les pertes de revenus, les paiements directs ajoutent aujourd'hui du stress supplémentaire, car leur modalité ne cesse de changer. Exemple, la prime de base versée à l'hectare a baissé de 300 francs entre 2022 et 2024. Pour la famille Ray, ça a été un coup dur. En 2023, ce qui était sorti, c'était 300 francs de moins par hectare sur la contribution de base. Donc, sur une exploitation comme nous, à 50 hectares, on apprend au mois d'août que c'est 15 000 francs de moins pour les mêmes prestations. Donc, on se dit, maintenant, 15 000 francs de moins, c'est plus de 1 000 francs par mois. Comment est-ce qu'on fait? Quelles prestations supplémentaires on fournit pour pouvoir maintenir cette manne financière? Donc, ça demande de pouvoir s'adapter rapidement. Pour compenser ce gros manque à gagner, Damien et son père ont investi 15 000 francs pour construire une courette afin que leurs veaux puissent sortir en plein air. Cette mesure leur permettra de bénéficier d'un nouveau paiement direct lié, lui, au bien-être animal. Cette prestation, pour notre exploitation, ça correspond plus ou moins à 20 000 francs pour tout le cheptel animal. Et puis 20 000 francs sur notre chiffre d'affaires, c'est quand même important, donc on ne peut pas s'en passer. Pour toucher certaines subventions, les agriculteurs doivent souvent investir lourdement. Et c'est une autre raison de leur colère. Pire,
Certains paiements sont supprimés au bout de quelques années, alors que la mesure, elle, est rendue obligatoire. Quand tu descends, ça donne une pression supplémentaire, sinon tu n'as pas d'aspiration. Continue. Voilà, tu donnes un petit cours. C'est l'exemple du fameux pendillard qui a mis en colère le monde paysan. Les agriculteurs sont désormais obligés d'utiliser cette machine pour épandre le lisier afin de limiter les émissions d'azote et d'ammoniac dans l'air. Mais la prime incitative qu'ils touchaient jusqu'ici pour utiliser le pendillard a été supprimée. Au niveau politique, ça a été décidé que les bossettes pour épandre le lisier avec un déflecteur, donc qui souffle dans l'air si on veut, a été interdit en 2022 avec un délai transitoire. On a été forcé à changer, à acheter une nouvelle machine. Et puis, alors heureusement, on a pu trouver un collègue agriculteur avec qui l'acheter, mais concrètement, une machine, c'est 70 000 francs qu'on a acheté. Plus, on a dû refaire entre 8 et 10 000 francs de frais sur un tracteur qu'on avait pour pouvoir accueillir cette machine. Donc, cumuler encore à la prestation pour la courette, ça commence à faire des montants qui sont quand même conséquents sur les liquidités de l'exploitation, quoi. Le mouvement de la révolte paysanne a fait remonter ses revendications à Berne. Ses représentants ont déposé une pétition à l'Office fédéral de l'agriculture et au Conseil fédéral pour exiger notamment une simplification et une plus grande stabilité de la politique agricole. Et l'exemple du pendillard y figure en toutes lettres. Il y a très peu de mesures qui deviennent, ou qui deviennent obligatoires ou qui sont retirées après. Mais le pendillard... c'est une mesure qui avait été annoncée en 2014 avec une limitation dans le temps par rapport à la contribution. Donc il n'y avait aucune surprise par rapport à ça. Alors après, que ça ait été communiqué d'une manière correcte ou pas, ça c'est une autre discussion. Parmi les idées visant à simplifier le système, l'OFAG évoque la suppression des subventions à une mesure phare du bien-être animal. La stabulation libre qui permet aux animaux de bénéficier de différents espaces de vie sans entrave. Il faudra trouver des mesures de simplification et pour moi, ça va aussi dans l'élimination de certaines mesures. Il y a une contribution qui est donnée pour une stabulation libre et ça génère pratiquement 100 à 150 points de contrôle. Puis on peut se poser la question, on élimine cette mesure, il n'y a plus de contrôle et puis en lieu et place de payer chaque année, on donne un paiement unique lorsqu'il y a une construction d'étables. La suppression du paiement direct lié à cette stabulation pourrait créer des résistances. En particulier chez les éleveurs qui se sont déjà endettés pour construire ces nouvelles étables. Là, les bêtes ont une aire où elles peuvent manger, une aire où elles peuvent se promener et puis une aire paillée où elles peuvent dormir. On doit avoir tant de mètres carrés par bête, tout ça, on n'a pas le choix. C'est très bien pour la détention des animaux, ça fait des étables qui sont ouvertes, mais ça occasionne des grands investissements. En 2009, nous avons investi 350 000 francs pour créer ça. Alors, entre les suppléments labels et les paiements directs que l'on touche, on arrive juste à s'amortir en 25 ans. Esther dos Santos est une agricultrice atypique. Elle est à la tête de l'un des plus grands domaines de Suisse qu'elle a repris cette année en association avec son père et un agriculteur de la région. Son lieu de travail est son bureau. Je m'occupe plutôt de tout ce qui est administratif, communication. C'est vrai que je sais mieux gérer l'ordinateur que conduire un tracteur, je dois quand même le dire. Cette exploitation, gérée comme une PME, fait travailler 20 personnes avec des responsables par secteur. Un pour la vigne, un pour les grandes cultures, etc. Elle compte aussi un élevage de 500 cochons. Au fil des ans, la ferme s'est équipée d'un vaste parc de machines et propose ses services à d'autres agriculteurs. Elle s'est aussi dotée d'un centre de compostage régional pour fabriquer de l'engrais vert pour ses champs. Pourtant, ce modèle très entrepreneurial a lui aussi besoin des paiements directs pour être rentable.
On rêverait de pouvoir vivre de tout ce qu'on produit. Malheureusement, on est obligé de percevoir des subventions pour pouvoir assurer l'avenir de l'agriculture à long terme. Comme les propriétaires de plus petites fermes, Esther et ses associés ont eux aussi adapté leur mode de production en fonction des paiements directs. On est vraiment aussi persuadés qu'aujourd'hui, il faut préserver l'environnement. On désherbe toutes nos cultures de façon mécanique, donc on ne désherbe plus de façon chimique. Après, on fait un système de rotation de 7 cultures, c'est-à-dire qu'on a 7 différentes cultures chaque année. On fait très souvent du semis sous litière, c'est-à-dire qu'on ne retourne plus du tout les terres, on ne va pas labourer pour préserver en fait, les terres. En s'inscrivant dans ces programmes, on est simplement rémunéré pour le travail supplémentaire qu'on doit fournir. Et puis, ça couvre aussi les pertes de rendement qu'on a dans certaines cultures. Quand on fait du blé sans herbicide, clairement, il y aura un rendement qui sera moins important que si on utilisait encore de l'herbicide. Que représente la part des paiements directs par rapport à l'ensemble de votre chiffre d'affaires ? Alors, ça représente environ 10%. Sans les paiements directs, il se passerait quoi ? Alors, sans les paiements directs, les patrons n'auraient pas de salaire et puis le fonds de roulement qui nous permet d'investir à long terme, il ne serait plus là. Si même les grandes exploitations ont aujourd'hui besoin de paiements directs pour fonctionner correctement, les plus petites, en particulier celles de montagne, n'existeraient tout simplement plus sans l'aide fédérale. Ils ont mis en place le panneau au village. Oui, toujours à l'envers. Chez les Renfer-Richard, dans le Jura neuchâtelois, les paiements directs sont le salaire qui fait vivre la famille. Non, c'est cet après-midi. On gagne grâce à aux paiements directs. Les paiements directs sont supérieurs à notre revenu. Sans paiement direct, on ne touche plus le tracteur, on vend les vaches et puis on regarde les champs. Qualité du paysage. Du coup, si on devait parler de salaire, qu'est-ce que ça vous donne comme salaire horaire, tout ça ? Je crois on tourne autour des 15 francs. Allez, pour dire un chiffre à la hache. 15 francs de l'heure. Oui. Avec les paiements directs. Avec les paiements directs ? Oui. Tu vois, il y a encore ces 2 petites contributions. Bon, les lupins, c'est une chose. Ensuite, ce supplément pour les céréales, je ne sais plus ce que c'est. La fameuse contribution de transition qui devait s'arrêter en 2017, puis qu'on touche toujours. Bah, tant mieux, hein. Et puis, on arrive à un total de 86 000 francs et 147. Chez Étienne et Vanessa, quand les charges et les amortissements sont payés, il reste 73 000 francs par année pour vivre avec 4 enfants. S'ils n'avaient que la vente de leurs produits, la ferme serait dans le rouge. S'ils s'en sortent, c'est parce qu'ils touchent des contributions de base plus élevées qu'en plaine. Il s'agit là d'un choix voulu par le monde politique pour préserver l'agriculture de montagne. Les surfaces agricoles en Suisse sont réparties en zones de plaine, zones de collines, et puis ensuite zones de montagne 1, 2, 3, 4. Et nous, on est en zone de montagne 1 et 2. Et plus on est en zone de montagne élevée, plus les contributions sont élevées aussi, pour compenser en fait d'une part la difficulté d'exploiter des fermes de montagne, parce que souvent les parcelles elles sont petites, elles sont en pente, elles sont difficiles d'accès. Et puis pour compenser aussi le fait qu'on a des rendements qui sont plus bas, forcément, dus aux conditions météo. En plus de la prime à la montagne, Étienne touche aussi des paiements directs parce qu'il nourrit son bétail avec du fourrage, soit du foin et de l'herbe, et parce qu'il sort régulièrement ses vaches en plein air. Pour ces 2 mesures, on lui verse près de 11 000 francs par année. L'OFAG propose un certain nombre de mesures qu'on peut choisir, et puis pour lesquelles, si vous faites cette prestation-là, vous touchez tant à l'hectare ou tant à la vache. Et puis après, c'est un choix qu'on doit faire en fonction de ce qu'on a la possibilité de faire. Est-ce qu'on a le terrain qui s'y prête? Est-ce qu'on a le climat qui s'y prête? Est-ce que ça vaut la peine aussi?
on va se demander est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire cet effort-là par rapport à ce qu'on pourrait en retirer. Il y a 7 ans, on a ouvert le pâturage. Il y avait trop d'arbres, c'était trop sombre, l'herbe ne pouvait pas bien se développer. Le pâturage boisé, en fait, ça doit laisser la lumière à l'herbe pour qu'elle puisse pousser, que le bétail puisse pâturer un peu partout. C'est reconnu que c'est important d'avoir toute cette biodiversité. C'est énormément de travail, on ne se rend pas compte. On ne peut pas venir avec des machines, des produits, c'est interdit, les phytosanitaires pour typiquement un herbicide. On doit nettoyer à la main, ça prend du temps. Pour l'entretien de ce pâturage dans les bois et toute une série d'autres mesures écologiques sur l'ensemble de son domaine, Étienne a touché près de 3 800 francs l'année dernière. On a toujours pu trouver un compromis entre les paiements directs et puis notre vente directe. On fait beaucoup de ventes directes. Nos poulets, c'est un revenu important, mais c'est du job. Nos poulets, c'est peut-être du plein temps. Mais il faudrait faire 4 fois le nombre de nos poulets pour faire un salaire. Puis les vaches allaitantes, c'est du déficit. Ça veut dire quoi? Que ça couvre même pas beaucoup de production? Largement pas. Largement pas. C'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. Plus les prix baissent, plus on a besoin des paiements directs. Et plus on a besoin de paiements directs, plus on joue aux chasseurs de primes. En fait, c'est ça, on est des chasseurs de primes. Les agriculteurs n'aiment pas qu'on les taxe de chasseurs de primes. Étienne exprime pourtant ce que nombre d'entre eux font parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut bien compenser la baisse des prix et s'adapter à l'évolution constante des lois sur l'agriculture. On fait ces tas de pierres pour favoriser la faune, la petite faune, des lézards, des hermines. Et ça fait partie d'une mesure plus vaste qui donne droit à des paiements directs. Oui, cette mesure, c'est la mise en réseau écologique, on appelle ça. C'est pour que tous les agriculteurs qui ont des prairies et qui désirent rentrer dans le réseau. Qu'il y ait une coordination finalement et que ça fasse sens au niveau biodiversité. Oui, c'est ça? exactement. Et là, on est suivi par des biologistes pour faire ça. Ici, on touche 2 sortes de paiements directs. Un pour le fait d'avoir des arbres fruitiers et puis l'autre qui rentre dans le cadre du réseau écologique où là on a mis des nichoirs pour favoriser la biodiversité et les oiseaux. J'ai fermé quelques socs, j'ai fermé un soc sur 2 sur mon semoir pour faire du semis espacé de céréales. Et cette mesure sert à favoriser l'atterrissage et la nidification des oiseaux. Dans ces lignes ouvertes? Dans ces lignes ouvertes, exactement. Mais cette mesure, elle vous rapporte un paiement direct? Oui, on touche 200 ou 250 francs hectares pour cette mesure-là qui va, je l'espère, compenser les pertes de rendement et puis le travail supplémentaire. Je trouve cette mesure un petit peu absurde. Oui, ça fait de la place pour les oiseaux pour qu'ils puissent nidifier, mais ça fait aussi de la place pour les renards ou d'autres bêtes qui pourraient aller manger les œufs ou les oisillons. Les agriculteurs ne font donc qu'optimiser le système en retenant les mesures qui s'adaptent le mieux à leur ferme. C'est pour la qualité du paysage. Donc en fait, on touche une rétribution par 100 mètres de piquets qu'on plante au bord des chemins, qui doivent rester toute l'année. Puis ça fait quand même sourire de dire qu'on reçoit quelque chose pour des piquets en bois. Après, c'est vrai que d'un côté, déjà, c'est mieux que du plastique et de la ferraille. Donc au niveau écologique, c'est plus intéressant. Cette contribution, elle rapporte 30 francs par 100 mètres linéaires. Et puis là, nous, sur notre exploitation, on a 1500 mètres, on va dire 1,5 km, donc ça nous fait plus ou moins 500 francs pour l'année. Donc on rétribue vraiment la prestation de qualité du paysage, mais on ne viendra pas riche avec cette mesure. Déjà au balcon, là. Ouais, ils sont pressés. L'absurdité de certains programmes, de nombreux agriculteurs la soulignent. Il y a ceux qui adoptent des mesures sans trop y croire pour toucher une prime. D'autres préfèrent renoncer à certains paiements directs car les exigences sont impossibles à tenir
et leur paraissent contraires au bon sens. La détention animale, c'est beaucoup plus compliqué pour les porcs qui, eux, sont au pâturage toute l'année. Et malgré tout, on va devoir changer notre pratique parce que ça ne va plus être accepté, parce qu'il faut qu'ils soient dehors tout le temps. Il pleut, c'est des cochons, mais malgré tout, il ne faut pas qu'il y ait de boue, il ne faut pas qu'il y ait de bourbier. Donc, il faudra m'expliquer comment on fait. Enfin, voilà. J'aimerais bien que ceux qui pondent ces normes viennent nous montrer concrètement comment on doit faire. Arrête, tu vas tout me salir. Parce qu'en tout cas, nos cochons, quand ils ont le choix entre être dans l'herbe ou dans la boue, c'est dans la boue qu'ils vont. Donc c'est en tout cas pas pour leur bien-être, parce que c'est là qu'ils aiment être. C'est dans la boue. Bonjour Lionel Dujardil, vous allez bien? Ça va bien. Je suis en train de valider sur Accorda ma saisie, et puis je me suis trompé. J'ai enregistré les animaux avant de modifier le nombre de vaches BDTA, et puis ça m'a validé, puis j'arrive plus à modifier maintenant. Ok, l'année passée, ok, d'accord. Alors c'est bon, puis c'est quoi le petit chiffre qu'il y a en bas à gauche? On doit mettre un code 5, 10, 20, c'est quoi? Ok. J'ai de la colère envers nos instances qui nous dirigent, envers l'Office fédéral de l'agriculture qui nous pond des règlements plus aberrants les uns que les autres et qui rendent notre mission première, qui est nourrir la population, au second rang. Et en fait, on devient des paysagistes employés de la Confédération. Paysan, c'est le plus beau métier du monde. Et on est dévalorisé et par nos instances politiques et par ceux qui nous contrôlent. Les agriculteurs, quand même, ce qu'ils dénoncent principalement, c'est une complexification du système, complexification des normes qu'on exige d'eux. Est-ce qu'à votre avis, on est allé trop loin? Et la réponse est oui. La réponse, c'est qu'on parle principalement des paiements directs. Le système est arrivé à sa limite. C'est une évidence qu'on doit diminuer le nombre de mesures, qu'on doit aller plus dans des mesures avec un objectif. Puis après, vous n'avez pas besoin de dire ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. C'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui décide comment atteindre ses objectifs. Par exemple, au niveau de la biodiversité, on pourrait se dire on a besoin d'une certaine qualité. On n'a pas besoin de plus de biodiversité. On a besoin peut-être d'une qualité supérieure. Et là, c'est aux exploitants de regarder comment ils atteignent cette qualité. Le chien, viens Bloom avec. Voilà. Yann Ugli est le directeur de la Chambre d'agriculture neuchâteloise. Avant cela, il exerçait le métier de vulgarisateur agricole. À ce titre, il rendait régulièrement visite à Étienne et Vanessa pour leur expliquer un système devenu de plus en plus complexe et les aider à choisir les meilleures options agricoles et surtout financières pour leur ferme. Donc, tu es effectivement inscrit à la mesure contribution pour la couverture du sol approprié. Donc là, on a effectivement, tu as expliqué malheureusement en 2023 que cette contribution, elle était de 250 francs hectares. Où c'est que tu avais cette couverture à faire. Et puis cette année, malheureusement, donc il y a déjà des modifications déjà en 2024 pour la mesure. Donc elle passera à 200 francs hectares avec une contrainte en moins. Donc tu n'es plus obligé de tout couvrir tes parcelles, mais tu dois couvrir au moins le 80%. Vous en pensez quoi du changement dans cette mesure, Étienne? C'est dommage, de nouveau on perd des contributions. Notre travail n'a pas changé et ils retiennent de l'argent. Donc ça va diminuer nos paiements directs et puis on va essayer de le trouver ailleurs. Où c'est qu'on va le trouver? Vous étiez au courant de ce changement bien? Non. On sent qu'il y a vraiment un trop-plein. Alors beaucoup de gens, malheureusement comme Étienne, qui ont déjà un bon vécu d'agriculteur, il y a comment une vision de dire, ma foi, je ne vais plus me battre contre, ma foi, je subis, je m'adapte, je suis. Et puis maintenant, il y a peut-être une jeune génération, comme on le voit maintenant, qui ne veut pas fonctionner comme ça. Et je pense qu'ils ont quand même raison de tirer la sonnette d'alarme, de dire que le modèle qu'on vit, la politique qu'on a actuellement au niveau de l'Office fédéral, elle ne va plus. On est arrivé au bout du système. Et puis il faut vraiment viser une refonte du système en mettant au centre l'agriculteur. Des fois, j'ai l'impression que l'Office fédéral devrait venir un peu plus dans le terrain, de voir des fois les propositions qui ne sont pas cohérentes, et puis on l'a souvent dit, et ça ne va pas, quoi. Il faudrait vraiment que ça change.
Il y a une autre critique que font souvent les agriculteurs par rapport à ces différentes ordonnances liées au paiement direct, c'est que ça change très souvent et que pour eux, c'est difficile de mettre tout ça en œuvre. Comment vous répondez à cette critique-là ? Ils ont raison, ça change beaucoup trop. Effectivement, maintenant, il faut qu'on ait une stabilité. Et moi, je propose qu'en 2025, il n'y ait pas de train d'ordonnance. Il y a eu jusqu'à maintenant tout le temps des politiques agricoles de période de 4 ans. Ça doit stopper. Et il faudra une décision finalement du Conseil fédéral et certainement du Parlement. Mais certainement qu'on va aller on aimerait proposer des périodes plus longues de 8 ans. Si l'OFAG reconnaît les limites du système, il s'engage peu et renvoie la balle au Parlement qui doit définir la politique agricole pour 2030. En attendant, les agriculteurs font face à des coûts de production qui explosent et à une forte pression sur leurs prix. Résultat, ils gagnent de moins en moins. Un rapport du Conseil fédéral vient de le confirmer. 17 francs de l'heure en moyenne, ça parle quand même à tout le monde. Moi, je ne suis pas surpris des chiffres qui sont dans ce rapport. Mais ça peut peut-être permettre de sensibiliser aussi les politiques et le consommateur avec des chiffres concrets sur le revenu horaire. Dans ce rapport, il y a une phase positive, c'est qu'on a enfin des chiffres. On est à une rétribution horaire moyenne en Suisse de 17 francs de l'heure. Les producteurs de lait sont au niveau de 13 francs de l'heure. Qui, en Suisse, veut travailler pour 13 francs de l'heure? Et le Conseil fédéral n'a pas le courage de dire dans ce rapport que pour améliorer le revenu, il faut augmenter le prix payé aux producteurs. Pour moi, c'est clair, il faut une revalorisation des prix à la production. On ne peut pas continuer à presser comme ça sur le citron en espérant que ça ira, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas. Donc, si on ne reprend pas le problème à la racine, qui est ces prix à la production qui sont beaucoup trop bas, on ne s'en sortira pas. On veut pouvoir vivre avec ce qu'on fait, on veut de notre métier, de nos produits. C'est très clair, les revendications. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est un des seuls secteurs où le producteur d'une matière ne décide pas du prix et de la valeur de sa matière. C'est vraiment les acheteurs qui définissent les prix, oui. Normalement, quand on fournit un travail, on fait une facture. Mais dans l'agriculture, ça ne se passe pas comme ça. On travaille, on livre et ensuite on reçoit ce qu'on veut bien nous donner. Rudy Berly est maraîcher dans une coopérative agricole genevoise. Pour ce militant du syndicat paysan unitaire, il est urgent de remettre en question le rôle joué par la grande distribution dans la fixation des prix des denrées alimentaires. On a 2 grands distributeurs qui contrôlent près de 80% du marché. Et c'est vrai que, en tout cas, entre les prix qui sont payés aux productrices, aux producteurs et le prix final que paye le consommateur, on a ce fameux ciseau de prix. On a une baisse du côté de la production, une hausse du côté de la consommation. Les statistiques agricoles sont claires. Depuis les années 90, les prix payés aux agriculteurs n'ont cessé de baisser, alors que les prix à la consommation, eux, ont augmenté dans une proportion quasi identique. Les agriculteurs s'interrogent sur la destination de cette plus-value, alors qu'eux voient leurs revenus baisser. Toutes les baisses qui ont été faites ont été faites avec l'excuse des paiements directs. La grande distribution utilise les paiements directs pour nous baisser le prix de nos produits. Ces paiements directs, à la fin, ils nous permettent à peine de vivre. Ils nous font vendre nos produits à prix beaucoup trop bon marché. Et c'est même pas le consommateur qui en profite parce qu'après, il y a les marges qui se font par-dessus. Donc, à la fin du compte, ces paiements directs, ils vont dans la poche de la Coop et de la Migros et des grosses coopératives agro-industrielles et des transformateurs. Pour les agriculteurs, les paiements directs ont surtout permis aux acteurs du marché de faire pression sur les prix. Mais cette pression aujourd'hui devient intenable, car l'enveloppe des paiements directs, elle, n'a plus bougé depuis une dizaine d'années et reste fixe à 2,8 milliards de francs. Dès lors, la revendication des paysans est claire. Ils veulent à minima 5 à 10% d'augmentation de leur prix, une hausse qui ne peut venir pour eux que de la grande distribution. On veut des prix qui couvrent nos frais de production. 80% des produits agricoles finissent commercialisés par la Coop et la Migros. C'est important qu'eux donnent le signal qu'ils sont d'accord que les prix couvrent les frais de production. Ils ont une responsabilité économique, ils ont aussi une responsabilité sociale puis éthique. C'est des coopératives.
Malgré l'attaque frontale du monde paysan, les directions de Coop et de Migros ont refusé nos demandes d'interview. Migros écrit « Comme des discussions sont en ce moment même en cours avec le monde agricole, nous renonçons à une interview enregistrée en pleine négociation. » Coop, de son côté, précise « Coop paye à ses partenaires commerciaux des prix justes et conformes au marché. » C'est la lutte entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, il veut diminuer le prix, puis le vendeur aimerait un meilleur prix, mais ils sont plus forts que nous. On a quand même beaucoup de collègues qui ils ont bien des choses à dire, mais ils n'osent pas le faire. Ils ont peur de perdre des contrats de vente, parce que malgré tout, c'est peut-être pas forcément un bon choix, mais entre vendre à bas prix ou pas vendre du tout, on préfère quand même vendre à bas prix. Si tout à coup on décide de plus livrer à la Coop ou à la Migros ou à un autre acteur, on se retrouve avec des quantités énormes et on a aussi cette contrainte et puis il joue un petit peu là-dessus, quoi. C'est des fois frustrant de se dire mais on n'arrive pas encore à avoir les clés pour faire bouger les choses. Les agriculteurs oscillent entre colère et impuissance. Leur révolte trouve pourtant des échos à Berne, où les lignes partisanes se fracturent et font apparaître une certaine unanimité sur la responsabilité de la grande distribution. On lui réclame aujourd'hui de la transparence sur la formation des prix. Il y a la question des prix à la production qui est hyper importante. On se rend compte que là, c'est peut-être plus une question politique, c'est plutôt une question de distribution où il faut arriver à reprendre le dialogue avec la distribution pour aller chercher une partie de la marge que la distribution s'est appropriée au fil des années. Mon cheval de bataille, que je partage d'ailleurs avec les paysans ici au Parlement, c'est l'Observatoire des prix. D'avoir vraiment la possibilité de voir la partie qui est payée dans le prix et qui va aux producteurs, celle qui va aux transformateurs ou aux distributeurs, et d'estimer les marges de cette manière-là. Je trouve aussi normal que les consommateurs et les consommatrices sachent combien va aux producteurs dans le prix final qu'ils payent. Par le biais de 2 postulats, le Parlement a déjà demandé au Conseil fédéral de se prononcer sur la question des marges de la grande distribution. Est-ce que vous avez déjà entrepris des discussions ou des négociations avec la grande distribution pour qu'ils soient d'accord d'être plus transparents sur leurs marges ? Cette discussion va avoir lieu dans le cadre du postulat. Dans tous les postulats, on met en place des groupes de travail et puis on espère qu'effectivement, les différents partenaires viendront à la table pour élaborer ce rapport de postulat. L'idée, c'est d'obtenir une transparence de la part des commerces de détail et de la grande distribution. C'est la demande du postulat. Donc on devra travailler ensemble avec l'ensemble de la filière agroalimentaire. Mais c'est sûr que ce n'est pas la Confédération qui doit s'immiscer dans la négociation ou dans cette problématique des prix. Pourtant, c'est bien de cette problématique des prix dont les paysans veulent qu'on parle. Ils ne lâchent pas l'affaire et le font savoir jusque dans les supermarchés par des actions symboliques. Et mêler aujourd'hui le monde politique aux discussions sur la fixation des prix n'est plus considéré comme tabou sous la coupole. L'idée concrète que je propose, c'est des prix de référence, des prix planchers qui seront négociés entre organisations de producteurs agricoles et la distribution et au-dessous desquels on ne pourra pas aller. Et ça va protéger les producteurs dans un marché qui est extrêmement difficile pour eux parce que justement le duopole Migros-Coop tient le couteau par le manche. Je pourrais imaginer que la Confédération, elle force, disons, la grande distribution à couvrir les coûts de production. Ça, c'est peut-être des mesures peut-être un peu drastiques, mais sans perspective, on aura un grand souci pour le futur. Et le futur dont il est question ici n'est pas que celui de la paysannerie suisse, mais aussi celui de notre alimentation. Que souhaitons-nous demain dans nos assiettes ? Et à qui voulons-nous confier la tâche de nous nourrir ? Si on vous disait que vous êtes d'accord de venir travailler pour 17 francs de l'heure, qui c'est qui se lève encore le matin à 5h15, 5h30 pour aller gagner 17 francs de l'heure ? Est-ce que dans 15 ans, je serai encore prêt à le faire ? C'est pas sûr. On aimerait vraiment que la population se rende compte des enjeux et prenne une décision. Parce qu'à la fin, c'est la population qui devra décider. Est-ce que vous voulez encore
une agriculture suisse, oui ou non?